Éric Baraté, bonjour. Donc vous Bonjour. êtes historien, l'historien des animaux, et votre dernier livre s'appelle Culture féline, donc évidemment sur les chats, au seuil. Et vous nous dites qu'en fait, chaque chat a sa personnalité. Alors c'est vrai qu'on en parle de plus en plus du fait que les animaux ont une personnalité. En fait, aucun chat ne ressemble à l'autre finalement. Bien sûr, ça c'est la grande découverte finalement des 20 dernières années en éthologie. Et maintenant, beaucoup d'éthologues sont persuadés que l'échelon de l'individu est beaucoup plus important que l'échelon de l'espèce. Ce qui était le contraire auparavant. Il y a encore 50 ans, on pensait que tous les individus d'une espèce avaient le même comportement dans l'espace et dans le temps. Puisque par exemple pour l'école de l'écologie classique, l'école de Karl Lorenz, le comportement définissait l'espèce. Donc il fallait, pour définir l'espèce, il fallait que ce comportement soit invariable. Et on a découvert depuis, disons, 20-30 ans que ça n'est pas du tout le cas. Et c'est au niveau des individus, c'est au niveau des personnalités qu'on voit le plus les choses s'activer, notamment au niveau historique. Par exemple, dans ce livre, pour montrer le changement de comportement des chats, eh bien, je me centre sur des individus pour bien voir comment ils vivent les choses concrètement au jour le jour avec leur environnement, dont les humains, et comment ça change génération après génération de chat en chat. L'échelle du groupe, là-dessus, ne peut pas nous apporter grand-chose avec les documents dont on dispose. Évidemment, l'historien n'a pas tout ce qu'il voudrait, mais l'individu est vraiment fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que vous dites quelque chose qui nous étonne aujourd'hui, c'est que les chats n'ont pas de nom, n'ont pas de prénom, puisque pour les gens, ben, tous les chats c'est la même chose, ils sont interchangeables. C'est finalement assez récent de nommer son chat. Exactement. Ah oui, alors le chat encore plus que les autres, parce que jusqu'au 19e siècle, on a des textes qui nous montrent la classification, par exemple, des animaux dans les fermes. Alors l'animal le plus haut, c'est le cheval, et l'animal le plus bas, c'est le chat. Alors le chat, paradoxalement, à l'époque, il est accepté de partout, il peut rentrer où il veut, puisqu'il est là pour chasser les rongeurs. Mais on ne veut aucun contact avec lui pour que justement il chasse, pour que, donc on ne veut pas le nourrir, etc. Et on ne le nomme pas, on l'appelle le chat, et puis c'est tout. Et même, par exemple, au XVIIIe siècle, les partisans de la revalorisation du chat ne songent absolument pas à nommer un chat. C'est un chat, et puis voilà. Et alors, vous donnez aussi une idée que je trouve très intéressante, c'est qu'en fait, pour mieux comprendre les animaux, il faudrait que tous les scientifiques travaillent ensemble, alors que pour l'instant, on est assez compartimenté, donc les biologistes, les éthologues, les historiens comme vous, etc. Et vous parlez d'instabilité, j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Oui, parce qu'on se rend compte que ces animaux ont des capacités de plus en plus complexes. On découvre toute l'étendue de leurs capacités. Et donc, on est de plus en plus nombreux, pas simplement personnellement, mais des éthologues, des généticiens, de plus en plus nombreux à penser qu'une seule lecture, qui serait par exemple la lecture biologique, ne suffit pas pour comprendre l'animal. Et il faut rajouter des dimensions. Finalement, l'animal, comme l'humain, n'a pas qu'une dimension qui serait biologique. Il a une dimension génétique, physiologique, éthologique, psychologique, sociale s'il vit dans un groupe, culturelle, et je rajouterais, moi en tant qu'historien, historique, c'est-à-dire qu'il peut avoir un itinéraire de vie où de génération en génération, les choses ne sont pas les mêmes. Et là, il y a besoin vraiment de travailler ensemble. C'est ce que j'essaye de faire au sein de l'Institut universitaire de France. On publie en ce moment un volume par an sur cette approche pluridisciplinaire. On essaye de travailler ensemble. Et je crois vraiment que c'est l'avenir. Ben, on le voit dans votre livre, parce qu'on voit que vous mêlez beaucoup de connaissances très modernes de l'éthologie à votre travail d'historien. Et vous parlez d'instabilité. Il faudrait que tous ces gens comme vous soient dans l'instabilité intellectuelle, c'est-à-dire. Eh bien, parce que, par exemple, croiser, lorsque je prends un chat du 19e siècle, je vais trouver un texte, par exemple un texte de Pierre Loti ou de Théophile Gautier qui raconte son chat. J'ai besoin de connaissances éthologiques ou écologiques. Mais ces connaissances éthologiques et écologiques, elles sont construites sur par exemple sur les chats actuels. Or, les chats actuels ne sont pas les chats d'il y a un siècle.
Donc quand je travaille sur les chats d'il y a un siècle, obligatoirement, je vais apporter des choses nouvelles aux éthologues. Et il faut qu'ils s'adaptent à cela. Et moi-même, je vais moi-même me transformer par l'apport des éthologues et l'apport de ce que je vais trouver. C'est cette instabilité, finalement, il ne faut surtout pas croire qu'on a un stock de connaissances presque bien délimité. En fait, il faut sans arrêt marcher ensemble et comment dire, bousculer nos idées et adapter nos idées réciproquement. C'est tout l'intérêt de la science, d'ailleurs. Encore une belle leçon des animaux. Merci. Merci.